Bon début de semaine à tout le monde. Vous remercie d'être avec nous aussi nombreux chaque jour. Vous le savez, c'était tout à l'heure les funérailles en direct de Lucette Michaud-Chevry. Vous avez suivi en direct sur nos antennes et on a rendu compte au moment où nous parlons, le corps est en train de se diriger vers Blanchette où elle sera incinérée. On verra tout à l'heure son hommage. Sinon, bien aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Il ne faut pas l'oublier. On fera un spéciale rentrée. Le maire de Sainte-Anne rencontre la directrice de l'école de Victor Vallier. C'est Michel Depape qui a effectué ce reportage. Le maire de Petit-Bourg rencontre la directrice de l'école mixte de Troyes, Hyacinthe Gériac, Stanley Manicor. Et puis la rectrice aussi a fait la rentrée. On l'a suivi au lycée Coueffin. Voilà ce qui fait l'actualité. Sinon, aujourd'hui, nous recevons dans un instant Michel Mado. Michel Mado, c'est l'adjoint au maire de la culture, patrimoine, éducation populaire, mais aussi de la ville de Bimao, mais c'est aussi un musicien. Et donc, c'est quelqu'un qui est très attaché à la question culturelle. On parlera avec lui. Peggy Antonius, elle est Mindset, coach et formatrice, présidente de l'organisme de formation entre Kidpreneur Site. Vous le verrez tout à l'heure. On l'avait rencontré il y a quelques semaines, ici même en direct. Elle nous regarde depuis Paris. On lui fait un petit coucou, puisqu'elle n'est pas en direct, mais c'est un enregistrement qu'on aura plaisir à retrouver. On fera le point avec elle tout de suite. Mais alors, je vous l'ai dit, c'était aujourd'hui les funérailles, le dernier voyage de Lucette Michaud-Chevry, maire, conseillère générale, députée, sénatrice, ministre, on l'a dit et redit, aussi présidente du conseil général et du conseil régional. C'est la première femme conseillère générale, présidente du conseil général. Un petit hommage. Tout de suite, on regarde. Ça fait 48 heures, je n'avais pas de mots. Vous pouvez imaginer, nous pleurons tous une grande dame, mais moi je pleure ma mère. Et pendant tous ces mois, je l'ai accompagnée. Je retrouvais ma maman, parce que bien souvent la politique peut mettre de la distance. Et nous étions en communion, c'était fusionnel. C'était mon devoir. Et même si je savais que c'était cette issue, il y avait une telle proximité entre elle et moi à la fin que c'est très douloureux. Mais Ivry, je veux vous dire une chose. C'est donnez-moi du temps. Parce que j'ai découvert aussi une autre personnalité pendant sa maladie. Et j'aimerais bien que les Guadeloupéens découvrent cette Lucette Michaud-Chevry. Et à un moment donné, je voudrais le dire, parce que je pense qu'elle aimerait que je le fasse et que je trouve le courage de le faire. Je le ferai. Je le ferai à un moment opportun, mais je le ferai parce que je le lui ai promis. Et je sais qu'elle sera toujours à mes côtés. Je sais qu'elle va me protéger. Je sais parce que pendant tous ces mois, elle m'a donné tellement de force. C'est elle qui m'a donné la force d'être là devant vous. Alors que c'est elle qui est partie. Elle m'a dit, je savais que la séparation sera douloureuse, mais je sais que tu as en toi ce qui fait ma force. Parce que si nous n'avons pas le même caractère, mais nous avons quand même quelques gènes communs. Et ça, j'ai entendu tout son message jusqu'à la dernière minute. Elle me parlait. Et ça, je ne suis pas prête de l'oublier. Ça a été une séparation très difficile. Maintenant, elle est partie. Elle voulait partir. Et je la regarde et je lui dis, maman, repose en paix. Tu seras toujours dans mon cœur. Voilà, elle est en route effectivement pour son dernier voyage. Elle sera tout à l'heure incinérée à Blanchette. Elle habitait Blanchette à Goubert, bien sûr incinérée à Blanchette, mais à Morne-à-L'eau. On parle de la rentrée puisque nous sommes en pleine rentrée scolaire. Elle sera un peu compliquée, un peu particulière cette année encore. Et donc on a décidé de faire un point sur les quelques sites. Le maire de Sainte-Anne, par exemple, a rencontré la directrice de l'école Victor Vallier. Michel Depape s'est rendu sur place. On regarde. Nous avons une rentrée très particulière cette année avec la crise sanitaire. Les dispositions sont prises. Bon, l'éducation nationale a pris des dispositions pour permettre aux enfants de rentrer de façon échelonnée. Nous avions demandé le report de la rentrée scolaire. L'ensemble des élus locaux, bon, le gouvernement a entendu.
Maintenant, le protocole a été aussi décidé par l'Éducation nationale pour protéger non seulement les enfants, mais je dirais l'ensemble de la communauté scolaire, nos agents, aussi les enseignants. Nous, en ce qui nous concerne, toutes les dispositions ont été prises déjà pour faciliter la rentrée scolaire et des enfants et du personnel communal, mais bien évidemment avec les enseignants. Cette visite permet de vérifier si tout est prêt pour la rentrée. Donc aujourd'hui, les techniciens sont venus faire une dernière vérification concernant l'installation de citernes ACS, puisque vous n'êtes pas sans savoir que sur Sainte-Anne, parfois nous avons des coupures d'eau. Donc c'est un moyen de pallier ce déficit. Effectivement, l'eau est très importante et nous nous organiserons en fonction des moyens que nous avons parce que la mairie nous fournit des bouteilles d'eau et nous avons également les 2 citernes qui permettront de pallier ce manque. Donc par conséquent, globalement, nous avons réussi effectivement à mettre en œuvre, malgré les difficultés et les contraintes liées aussi à notre personnel, certains personnels qui ont été atteints du Covid. Cependant, je voudrais préciser que nous n'avons pas encore totalement installé les citernes ACS, c'est-à-dire d'eau potable, et c'est pourquoi nous sommes ici à Victor-Valier, c'est fait, ainsi qu'à Deauville, et nous espérons que 5 ou 6 encore citernes seront opérationnelles d'ici la rentrée du mois de Poula-Toussaint, je dirais pour le mois de novembre. Et évidemment, un marché a été lancé pour l'ensemble les autres, parce que c'est quand même 17 citernes en tout, pas simplement 17 citernes ACS, c'est-à-dire d'eau potable, pas simplement pour les écoles, mais aussi pour la crèche, pour les réfectoires. Voilà, donc globalement, nous avons fait le nécessaire pour que cette rentrée se passe dans de meilleures conditions. Voilà, en Quête-Bémaro, on fait un saut jusqu'à Petit-Bourg, où la directrice de l'école Mix 3, Hyacinthe Gériac, a rencontré Stan Manicourt, notre reportage. Il pleut, mais cependant, la rentrée scolaire se passe dans de bonnes conditions. Donc nous sommes là justement pour vérifier, une fois de plus, puisque la semaine dernière, nous avons quand même préparé, nous avons visité donc, nos écoles qui étaient encore en travaux. Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est la rentrée en présentiel pour les enfants qui sont conviés par rendez-vous. Donc 30 minutes leur est consacrée pour pouvoir rencontrer leur directrice d'école, pour pouvoir rencontrer leur enseignant. Nous rentrons à la carte, cette semaine on reçoit justement les parents individuellement. Voilà, pour faire un petit peu le point, et puis la semaine prochaine on recevra les élèves par groupe de 5. Je pense que c'est inédit sur le territoire français. Bon, après je ne me suis pas renseignée, mais c'est assez particulier. Bon, c'est bon, c'est mauvais côté, mais c'est vrai que c'est vraiment une rentrée inédite pour tous. C'est pour nous l'occasion d'échanger avec les parents, d'échanger avec les directrices d'école, avec les enseignants sur la qualité de l'accueil, puisque nous avons corrigé les dysfonctionnements qui étaient signalés, et surtout nous avons aussi pris des dispositions pour que notre système de citernes pour la production d'eau et être sûr qu'il y a une continuité de la scolarité même lorsque le réseau public est défaillant. On va dire oui, mais bon, plus pour les élèves, puisque c'est vrai que ça fait plusieurs années où ils ont plusieurs jours qu'ils ont loupé, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est vrai que c'est plus pour les élèves, pas forcément pour moi, mais pour les élèves, pour leur cursus scolaire. Oui. C'est vraiment l'occasion pour nous à la fois d'entendre à nouveau s'il y a des dysfonctionnements, mais surtout d'avoir l'assurance de ces directeurs et directrices d'école que les conditions sont réunies pour que nos enfants ne soient pas perturbés pendant cette année scolaire. Voilà, donc nous avons ce plaisir, cette satisfaction de dire à nos familles que le contexte sanitaire est compliqué, est difficile, mais nous mettons tout en œuvre pour faciliter les choses et faire de sorte que nos enfants apprennent.
Voilà, et là maintenant on se retrouve au lycée Coiffin, tout près d'ici, avec la rectrice qui a fait la rentrée. Sujet pas encore prêt, me dit-on. Bien, comme Michel Mado est là, on va tout de suite réagir avec lui. Michel Mado, bonjour, merci d'être là. Vous êt aussi enseignant. La rentrée à Bemao se fait comment? Tranquillement aujourd'hui, accueil des équipes et donc on fait le petit tour pour voir si tout va bien dans les écoles. Ouais. Pour ce qui est des collèges, c'est la rentrée des enseignants, c'est déjà faite et là il s'agit aujourd'hui d'accueillir par petits groupes aussi, surtout les 6e, les nouveaux arrivants, quoi. Donc bon. Pas de gros problème particulier, non? Non, on va dire quelque part le report de la date effective a un peu facilité les choses pour tout ce qui est les derniers checks, les dernières vérifications, pour voir si tout va bien, pour la meilleure réception des élèves et la meilleure organisation, quoi, par petits groupes. Alors je disais tout à l'heure, avant votre arrivée, que vous étiez adjoint au maire au niveau de la culture, du patrimoine, de l'éducation populaire, pour la ville de Bemao. Alors ça fait beaucoup, hein. Non. C'est un gros dossier, non? Non, et nous pouvons même parler de l'animation touristique aussi. Parce que Bemao a pas qui centre commercial à Mouna qui l'a aussi. Oui, bien sûr. Non, il n'y a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on aime vraiment sa commune, lorsqu'on a ce sens de la chose publique à respecter, et un peu le dévouement pour sa population et pour les idées qu'on mène, les idées qu'on combat, qu'on défend, il n'y a jamais beaucoup, quoi. Enfin, il n'y a jamais trop. Oui. Voilà. Parce qu'on a eu le sentiment, Michel Lando, je vous pas, il y a quelques années, il y a une animation, une activité culturelle très importante. Mais on a l'impression que ça avait un petit peu baissé. C'est-à-dire que nous disons que Bemao toujours l'habitude de faire l'eau, vite, loin et fort. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a ralenti la cadence. Et là, c'est vrai que les 2 dernières années, le contexte n'était pas favorable du tout. Clair. Vraiment, mais en tous les cas, on garde le cap. Là, il s'agit aujourd'hui par exemple, le festival Locance. Oui. Ça va revenir. Après, qu'elle nous crie voix d'ici d'ailleurs, et bien il a viré l'année prochaine. Oui. Ouais. Donc il y a un lobitin qui pouffette, je dis là, c'est espéré que. C'est pour une interrogation toujours? À ce festival-là? Oui. Non. Ça n'a jamais réglé. Qui est fait, c'est un nous, il faut y faire. Qui date nous qu'à regarder, c'est selon Jean Bidin a évolué. Et Locance, c'était mois de juin, généralement. Donc nous qu'à regarder pour y virer. Et puis vrai Noailles aussi, quoi, Locance. Alors, là, quand même, donc son exemple, c'est Locance comme d'autres opérations. Bemao, qu'on souhaite vraiment remettre au goût du jour aussi. Donc non, la volonté, elle est là. Aujourd'hui, c'est de pouvoir composer avec le contexte au mieux, quoi. Le particulier. Au niveau de l'animation pour les jeunes, parce que je sais qu'aussi Bemao a beaucoup fait en ce sens-là. J'ai reçu des responsables de Bemao et il y a un véritablement travail en direction de la jeunesse. Ça va continuer. Il va continuer. Il n'a pas jamais arrêté, on dit. Je dis là, depuis le mois d'octobre 2020, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de frères qui, eux, sont au studio de la ville. Et on a enfin rendu ce studio opérationnel. Donc c'est vrai que nous, Walton, qui a travaillé en studio là, avait Oblique. Et tout ce qui est musique urbaine, mais aussi ils sont en relation avec les associations, en relation avec les demandes extérieures aussi à la ville. Et aujourd'hui, on essaie vraiment de rendre vie au studio et ça très bien. Nous savons que dernièrement, il y a quelques mois, Georges Décimus et Pierre-Édouard Tévin dans le studio là pour travailler aussi, Action Opération. Ça du coup, il est ouvert pour des mondes extérieurs. Oui. Ça s'organise, ça se met en place vraiment, de sorte qu'on puisse répondre sur tous les plans. Musique urbaine, avec les associations, même les jeunes de Bemao. Et là, on tient anecdote, nous mettre des grands frères en studio là qui accueillent des jeunes qui viennent pour enregistrer entre midi et 2. Mais par contre, on s'est habité, et on était là, c'est bien vrai, on s'est regarder des carnets de correspondance sur Dipo, par contre, on est quoi des airs, faut pas arrêter dans le studio là, faut pas t'italer. Ah non, vraiment, mais leur réussite, c'est la nôtre aussi. Et on peut pas aujourd'hui faire n'importe quoi, donc on mise beaucoup sur cette jeunesse. Et que ce soit le culturel ou le sport, en fait, la culture pour ce qui est de ma délégation. Et nous avons vraiment encadré, nous avons vraiment boué. Donc sur l'axe musique urbaine, sur l'axe musique traditionnelle, on sait qu'on a Teddy Pellissier qui fait un vrai travail. Et on essaie de combiner tout ça et avec l'ouverture sur les demandes extérieures aussi, quoi. Donc studio d'enregistrement, studio de répétition. On essaie vraiment de donner du sens à l'action publique, quoi, et répondre à toutes les demandes. Alors on va revenir sur ça que tout à l'heure, mais l'aspect patrimonial à Bemao. Nous qu'avancer, nous avons un gros chantier qui c'est la maison de Bellecour. C'est une ancienne maison coloniale que nous avons remettre comme maison.
Convenche à peu près. Convenche, mais puis petit, sauf quelqu'un qui est en résidence. D'accord. Il qui servi résidence d'artistes aussi. Et ce sera au niveau de Tamarigné. On prend Tamarigné café, entre café et Belcou. Et donc là encore, c'est une très belle opération qui va nous être livrée. C'est un chantier d'insertion. Et par rapport à ça, ça qui permet de nous donner un lieu de résidence pour artistes Guadeloupe et artistes Lotba aussi. Ah, pas seulement artistes Bimao, c'est-à-dire que je ne pas ouvert à la Guadeloupe. À dire artistes Guadeloupe. Oui, c'est ça. On bien tendre, M. Madouin, bien tendre. Alors, ça au niveau patrimonial, mais globalement, politique culturelle à Bimao, il y en a qui sens qu'on y est là. Vous, comme c'est vous, pour en mettre en main, ou sont artistes vous-même, on va imaginer que. Donc, challenge là, d'autant plus important pour moi, parce que tout le monde qui veille. Tout le monde déjà qui veillé, moi, c'est ça. Bon, d'accord. Et, mais en très à l'aise, parce que bien souvent, c'est les moyens qui nous manquaient, nous artistes, pour pouvoir aller au bout de nos projets. Oui. Donc, je dis là, il faut moins en sens là, ça. La culture en qui sens, qui axe, et par définition, nous ouvert. Et c'est pouvoir s'ancrer à défendre la Guadeloupe en tant qu'identité, vraiment, avec cette ouverture sur l'autre et promouvoir l'excellence, quoi. Oui. Je précise qu'on a un projet dans notre projet de mandature, une école d'art. Qui va une école d'art vraiment et en cas penser que nous pédit aujourd'hui là, c'est un projet de 7 mandatures et qui en complémentarité avec les structures qui existent déjà doit vraiment privilégier l'excellence, mais on va pas dire l'élite parce que tout travail à sa valeur, mais en tous les cas, vraiment pouvoir, pour ce qui est du supérieur, encadrer certains jeunes, leur donner le niveau de compétence qu'on peut acquérir en France ou ailleurs, et ça sur une période de 4-5 ans, et afin d'avoir des diplômés en Guadeloupe. Donc le travail se fait. Monsieur, une école d'art, c'est-à-dire physiquement, il y aura une structure qui va s'appeler école d'art? Oui, monsieur, ce sera une école d'art. Pour l'instant, nous ne pouvons pas avancer, nous, sinon là, nous, là, mais tout ça, j'ai réfléchi aussi. Oui. Et non, Épée Mado, comme ça? Non, Épée Mado, non. Donc c'est qu'on l'école qui bat le théâtre toute Plaçaille, l'art cinématographique Plaçaille, la musique, la danse et les arts visuels aussi. Donc ça veut dire même la BD vont petit place là. Mais la BD toujours ni Plaçaille, surtout à Bemao. Surtout à Bemao. Bien sûr. Non mais vraiment, on veut vraiment aller vers ça. C'est-à-dire que pendant l'année en Guadeloupe, la problématique du conservatoire s'est posée de manière assez maladroite parfois. Se pose. Oui, mais je répète de manière maladroite parfois. C'est-à-dire qu'un conservatoire, c'est quoi? C'est un label, c'est un nom avec un cahier des charges. Mais il faut aller au-delà de ça. Il y a des écoles et des associations qui font un bon travail, que ce soit pour les musiciens amateurs ou même le travail d'approche, de découverte. Nous, il faut qu'on aille plus loin avec une catégorie de jeunes qui veulent se professionnaliser. Et là, cette école d'art, elle trouve toute sa place dedans. D'accord. L'horizon 2023-24? Non, 2023, c'est demain. 4 ans? Son projet de mandature. Mon projet de mandature. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas fini en mandature là, ça faut. Non, mais nous qui arrangez nous pour nous ouvrir. Premier travail là, au moins pour la fin de mandature. Quoi. Ouais. Alors, quelle vision en tant qu'artiste et en tant que responsable culturel en mairie, mais au-delà, puisque on conseille l'administration, quelle vision culturelle à la culture en Guadeloupe, là, parce qu'on sait que nous avons l'eau critique à faire, les élus, pas à penser aux artistes, les artistes, tous seuls, etc. Oui, bon, c'est-à-dire que c'est des gros débats, c'est des chantiers que nous y a travaillé ici déjà, même en juillet, au Talentois problématique à Centre des Arts aussi. Parce que même là encore, bon, ma position était la suivante sur le Centre des Arts, c'est-à-dire ne pas dépenser des fonds. Je prends le Centre des Arts comme c'était le sujet brûlant des 3 derniers mois. Oui, bien sûr. Et injecter des fonds, projeter des fonds, ça n'a pas de sens. Il nous faut de la perspective aujourd'hui. Créer une bâtisse, créer une structure, oui, mais dans quel but, pour qui et quel serait son fonctionnement réellement. Donc aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, il doit y avoir un accompagnement des collectivités, un accompagnement public, mais aussi qu'il faut qu'il y ait une structuration en interne. On ne peut pas demander aujourd'hui à une collectivité de faire vivre l'art, non, parce que sinon tout le monde serait fonctionnaire, tous les artistes seraient fonctionnaires. Et je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions, ni pour la collectivité, ni pour l'art de manière générale. Donc effectivement, il faut un accompagnement, il faut une mutualisation des accompagnements, toutes les collectivités qui paient travailler en sens là ça. Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se structure, nous artistes, qu'on arrive à développer une véritable économie, qu'on arrive à valoriser notre travail. Et après, pour moi, aussi bien les collectivités que les mécènes ne seraient que des partenaires. Voilà. Et sans sens là, ça faut nous, il faut les foisonnements de salles, ça ne m'intéresse pas. Et, on avait parlé d'une salle à Bimao. Oui, mais est-ce que ça amènerait vraiment quelque chose?
Moi, j'ai envie de dire que pendant toutes les années où le Centre des Arts est resté fermé, depuis qu'il est resté fermé, est-ce que l'archipel en a vraiment profité ? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc il faut qu'il y ait une vraie réflexion autour du bâti. Il faut qu'il y ait un vrai schéma de territoire pour ce qui est de la culture. Quelle offre, quelle répartition des actions, comment sur le territoire on se dit, bon, telle structure pourra promouvoir tel travail, tel axe. Il faut qu'il y ait cette réflexion. On a trop traîné dessus. Et aujourd'hui, Covid là, en tous les cas, montrez-nous toute faiblesse en nous, quoi. Ils mettent nous tout au nid devant ça. Ouais. Mais, et puis, moi surtout, les artistes guadeloupéens, comme les autres, ils en vivent de leur création. Donc aujourd'hui, il s'agit de développer une vraie industrie, une vraie économie autour, et il s'agit vraiment de valoriser la création, valoriser l'expression scénique. Et puis ça, c'est une part où la collectivité doit trouver toute sa part, doit prendre son boulot, mais dans un vrai schéma et dans une vraie logique, quoi, j'ai envie de dire. Donc ça veut dire que ce que vous êtes en train de dire dépasse le cadre de BMAO, puisque vous êtes aussi, il faut le dire, conseiller général, et donc responsable de la culture, son gros charge, ça. Enfin, jusqu'à avant-hier. Jusqu'à hier. Oui, jusqu'à hier. Bon. Jusqu'à hier, et c'est vrai que bon, j'espère le redevenir à l'issue des nouvelles élections, président de la commission culture. Et même là, en 2 mois, on a vraiment orienté notre travail sur l'aide que la collectivité peut amener à la création artistique, en tous les cas la valorisation de l'art et de ses professionnels. Et un exemple tout bête, là, nous sommes bien arrivés validés en 2 mois. Pour soutenir le milieu de l'art, les professionnels et les professions annexes autour, satellites, que ce soit les professionnels du son, de la lumière et même de la captation audiovisuelle. Les scénographes aussi. Les scénographes. Alors ça, c'est... Bon, malheureusement, dans les semaines à venir, en PIP défend le projet là, ça, mais comme il a lancé, j'ai acté, nous prévoit 4 résidences d'artistes. 4 résidences. Ouais. Alors, ce sera sous forme d'appel à candidature et sur 4 sites du conseil départemental. Ça, c'est une nouveauté, ça. Oui, nous validé ça semaine passée. Ouais. Bon, comme on dit, il y avait les prochaines semaines, les échéances électorales. Vous s'y pose un moment? Non, il s'y pose. Moi, on peut mener à terme, mais les services et les élus... Alors, qui sont organisés? 4 résidences sur tout le territoire, sur des propriétés du conseil départemental, ou avec des appels à candidature, il s'agira de mettre une dizaine d'artistes ensemble, tout art confondu, et qui nous vraiment valoriser la création. À l'issue, il y aurait une captation, et là, on est dans cette démarche, que ce soit le théâtre, la danse et la musique et les arts visuels aussi. Combiner ces 4 arts-là et sur une dizaine d'artistes qui pourront se réunir sur ces sites. Et donc on peut même... C'est sur une durée, quelle sera une semaine. Ce sera une semaine de résidence par site. Il y aura l'Aramée, le musée de la Cannes, l'habitation Néron et la scène nationale. C'est un projet. Maintenant, il s'agit l'archipel. Donc maintenant, il s'agit de coordonner la programmation de l'archipel, voir si ça correspond, comment on peut glisser cette semaine dedans. Donc là, c'est une opération qui servirait déjà quelque peu un plan de relance, s'inscrire dans le plan de relance, booster un peu l'événementiel, mais surtout la création artistique et la valoriser, parce que depuis pire on en est, ni des artistes qui pas qu'à travail. Non, mais c'est ça, et c'est vraiment ça. Et j'ai envie de dire, c'est ceux qui nourrissent leur famille, c'est ceux qui remplissent le frigo, et ce sont des professions tout aussi valorisantes que d'autres, et il faut vraiment les encadrer, les pousser en ce sens, quoi. Donc c'est avec l'esprit là, ça, dans cet élan de solidarité, que nous t'es décidé d'ébouer, de mener projet là, ça, pour défendre la culture et l'art en Guadeloupe, quoi. Alors, vous dites que bon, pas conseiller qu'on est là, mais enfin, projet la partie. Lancement, il commence qui temps? Là, au niveau des services, là, les travaux se font déjà. Il y a une réunion de travail qui se fera aujourd'hui. Bon, je n'y serai pas. Mais en tous les cas, la graine est là et le concept est établi, il est lancé, et puis ça avancera assez rapidement, quoi. Oui. Donc, logiquement, pour on rappelle une hypothèse qui n'est pas bête, que vous gagnez prochaine candidature. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ça? C'est bourré, confirmé. Mais en tous les cas, les travaux avanceront, parce que la volonté politique, elle est là. Le travail est mis en place, donc le travail là qui est fait. Et après, qu'à penser en novembre, on va espérer que... Donc, ce sont des actions comme celle-là, tant au niveau de l'EPCI Cap Excellence, ou avec la présidente Faithful, on a vraiment cette volonté de valoriser la création artistique, valoriser, remettre à sa place, en tous les cas, la place de l'artiste, et le travail de l'artiste, sa place dans l'industrie même du pays, l'économie du pays. Ça, c'est important. Donc, qui c'est la mairie, qui c'est CAPEX et conseil
départemental dans les 2 mois qui est là, c'est vraiment l'esprit là, ça nouille, quoi. Nous comprenons poser une 2 ou 3 petites questions pour nous venir tout à l'heure. Il est 13h. On prend la pause et on se retrouve tout à l'heure avec M. Madou pour la fin de cet entretien, tout de suite. Voilà, il est 13h08, on retrouve Michel Madou, adjoint au maire, responsable de la culture, du patrimoine et de l'éducation. Michel Madou, la question est toujours posée à tous les cultureux et culturels qui viennent ici. Le MAC, qu'est-ce qu'on a fait éveiller? Alors bon, jusqu'à hier, j'étais administrateur et bon. Vous le serez de nouveau si vous êtes élu? Oui, je pense, oui. Ouais. Et la vraie question aujourd'hui, c'est de fonctionner de manière intelligente en tant que Guadeloupéen averti et soucieux de l'image de la Guadeloupe et de la réussite de nos infrastructures. Donc, c'est un sujet qui est très épineux parce qu'il a été un débat passionné et un trouvé qui a été trop passionné, justement. Donc, je dis là, il faut nous préciser qui rayonnement qu'elle nous paie le MAC et vers les forces qui en nous et à donc configuration qui ça y est là, mais il faudrait qu'on puisse dépassionner le débat et quitte à se dire les choses franchement, quitte à s'excuser si on n'a pas été correct et puis et repartir sur base il y a 2 problèmes, hein. Il y a d'un côté l'Oréal en gestion bien sûr qui a été licencié et de l'autre côté les salariés. Pour moi les déliés en gestion sont gestion. Ouais. Pour moi faire niveau à moi. Hein. Ouais. Donc là c'est à vie extérieure moi je dis là, c'est que les 2 liés, il faut nous on joue préciser de manière intelligente et puis dit quand nous peut faire pour structure là prendre ballon quoi prendre l'envol on pense il y a l'autre pays qui était en vigne en bâtiment compta là et vont vocation compta là nous peut pas ni et puis à chaque fois essuyer des échecs de gestion ou d'immaturité on ça il va fonctionner depuis combien voilà, 4-5 mois et mais ça veut dire que là on est tous les pays tous les côtés dans le monde qui vivent l'esclavage qui a dans souffrance là ça souffrance historique là ça et qui a envie de voir de mémoire là ça avec son mémorial qui mondial à la limite bien sûr et nous pas dimension là ça parce que nous vous voyez encore une fois des fois on est peut-être trop il faudrait qu'un jour on arrive à comprendre que l'outre-mer c'est pas nous, l'outre-mer c'est les autres et puis à ce moment peut-être qu'on arrivera à s'ouvrir et à aller plus loin quoi. Oui. Alors on a 2 structures pointoises, le centre des arts qui est fermé et le MAC qui fonctionne pas. C'est Sonis finalement qui a vu le centre non centre même pas parce que Sonis sont structure de formation entre guillemets théoriquement à niveau high encore Sonis pas qu'à travailler pour l'élite même s'il y a un partenariat avec lycée Carnot mais en fait aujourd'hui là maintenant plus que jamais on a pensé que et Gérard Loquel tenait raison le conservatoire c'est le peuple donc aujourd'hui là faut nous travailler et de manière intelligente on a un certain nombre de bâtiments sur tout le territoire Guadeloupe qu'il faudrait mettre faudrait qu'on harmonise vraiment les relations des bâtiments entre eux, les structures entre elles. Donc ça sous-entend que les villes doivent travailler entre elles, qu'on doit avoir des logiques, même sur les représentations. Avoir des tournées, de vraies tournées. De vraies tournées, mais indépendamment de ça, il faut qu'il y ait une logique. Quand on a des spectacles, ça t'est vraiment idiot qu'il y ait des petits côtés qu'a fait un spectacle même jour là aussi. C'est ça qui arrive souvent. Et ça se passe souvent. Alors aujourd'hui, il faudrait vraiment que les responsables. Donc à la vie nationale, on a envie de dire ça. Mais déjà en concertation, quoi. Oui, alors déjà, il y a la mutualisation des accompagnements pour ce qui est des infrastructures autres, mais il faut qu'il y ait une mutualisation des réflexions sur comment on arrive à établir un vrai schéma culturel sur la Guadeloupe, fort des différents. On a des lieux un peu partout qui sont explosés et on n'arrive pas à travailler ensemble, quoi. Moi, ça a interpellé moi. Sans sens là, ça a cagoumé. Et je pense que quelque part, le contrat de gouvernance, qui a souvent été décrié pour les dernières élections, entre le département et la région, moi j'aime à dire que c'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est quelque chose qu'on aurait déjà dû faire depuis longtemps. Ça va commencer à fonctionner réellement. Oui, parce qu'il y a des commissions mixtes département-région. Et ça, c'est une très bonne chose aujourd'hui. Sur certains enjeux, les 2 collectivités doivent travailler ensemble. Le responsable officiel de l'autre côté de la région, c'est M. Nelson. Pour la culture, Jean-Claude Nelson. Alors qu'est-ce qu'on va travailler ensemble? Mais de manière intelligente. Son personnalité aussi. Oui, son personnalité, mais en préféré, son personnalité qui sont moun qui pas ni rien. Donc à niveau là, ça nous préciser à d'intérêt à Pep Guadeloupe, à d'intérêt à la Kilti, en cas penser qu'il y a une sensibilité parce qu'elle lui-même était dans le milieu aussi. Et donc aujourd'hui, il s'agit de réfléchir intelligemment. Alors ça peut être la résidence, ça peut être comment
accompagner un artiste dans son travail de création pour le vendre à l'extérieur aussi. Ouais. Et ça, toutes les réflexions doivent être ouvertes et j'ai envie de dire qu'on est en retard, quoi. Ouais. On est en retard. Quand ça nous a regardé ça, René Serge fait à l'époque, le Festag ou autre. Il y avait déjà cette démarche identitaire, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a pris beaucoup de retard. Il nous appartient aujourd'hui de se ressaisir et puis d'aller de l'avant. Dans l'intérêt, la Guadeloupe, c'est un trop petit pays pour nous fonctionner au pillage, quoi. Parce que nous, c'est le festival en Guadeloupe, là, qui est la route, c'est le festival de blues. Oui, mais est-ce qu'il a vraiment un fil conducteur aujourd'hui? Ça, c'est encore une autre question. Donc voilà, mais aujourd'hui, ce sont des vraies réflexions à amener et inscrire ce festival-là dans la lignée de tous les festivals qu'on peut trouver dans le monde. Je sais qu'il y a Sainte-Lucie qui a sa réputation. On a celui de Dominique aussi. Dominique Pinitaille. Donc je dis là, il faut nous... C'est Kids, tu vois. Donc il faut vraiment aujourd'hui... Il y en a aussi, enfin, on peut toute la Caraïbe. Il y a tout. Et on y a des identités qui clairent, qui taillent. Bon, le festival de jazz à Vienne aussi. On a Marciac qui est une référence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là, il faut vraiment aujourd'hui qu'on arrive à trouver l'ADN même de ce festival, éviter d'en faire plusieurs parce que ça n'a pas de sens non plus. Et qu'on veut dire aux loquences, moi t'es content parce que c'est ton festival qui t'a axé sur la voix et qui t'a une vraie identité. Donc je dis là, dans ce sens-là, c'est encore pensé qu'il faut nous travailler et puis dissocier la culture du divertissement. Le divertissement, c'est un pan de la culture, mais après, la culture, il y a tout ce qui va autour. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect formation, il y a l'aspect identitaire qu'on doit développer et vraiment valoriser le travail, les ICC, son vrai business, son vrai métier, quoi. Il faut nous travailler en ce sens-là, ça. Dernière question, Michel Mado, même musicien là, dans tout ça, il peut être capable de filer là? Non, pas du tout, au contraire. Et un jour, j'ai envie de dire, équilibre là, c'est qu'on s'en a trouvé. Mais là, je prépare d'autres projets aussi, des projets discographiques. Et vraiment. Et on décidé où fait un projet qui t'en vient. Qui l'a le fois là, ça? Traditionnel, moderne, jazz, qui vient? Et c'est qu'on sont des migrants. Ah d'accord, sont migrants. Et vraiment, mais encore on y a d'autres projets qui ont travaillé ici toujours, c'est des poèmes d'Ernest Pépin, qui a mettre en musique aussi, 20 poèmes d'Ernest, donc ça demande un vrai travail. Donc là, on va ni trop poids avec l'administratif, le politique, trop charge, on va basculer sur la création et sur l'écriture, quoi. Ok, vraiment. Nous suivons tout ça, et puis de toute façon, quand on va dire campagne a commencé aussi. Oui, en fait, vous savez, l'on fait politique, campagne pas j'ai fini. J'ai arrêté. Bon. Voilà, c'est l'élection-là qui a fini, mais campagne là-bas, j'ai fini. Ok, à très bientôt. Et puis, on va penser que nous avons une occasion ouvrir tous ces projets-là. Ça, alors, rappelez quand même, Midena, qui est important là, sur quoi il lancé là, les 4. Oui, alors, c'est un projet d'accompagnement à la création artistique, assis 4 sites en pays Guadeloupe. Donc, nous optons sur des réflexions, si la scène nationale, l'Aramé, l'habitation et Néron, au Moule, et le pays de la Canne. Et là, nous travaillons sur rédaction, appel à candidature là aussi, et savent qui genre des artistes Guadeloupe, des artistes professionnels, ils ont bien inscrit dans ça pour faire vivre les professionnels du spectacle aussi au sens sonorisation, lumière, et avec des entreprises qui elles feraient le portage salarial. La vraie création vraiment c'est ça. Ça que porter l'argent, ça que porter l'argent. Non, vous savez, la culture et comme l'éducation, ça n'a pas de prix. C'est un coût, mais ça n'a pas de prix. C'est-à-dire s'il faut le faire, on le fera. Enfin, ces artistes-là, ces créateurs. Ils ont payé. Alors, non, vraiment, pour ça, oui, ils seraient payés. Il y a un budget qui est prévu pour ça. Il y a un budget. Alors, chaque corps sur chaque ligne, il y aura les professionnels de la technique qui seraient rémunérés, les entreprises qui feraient le portage salarial, et vraiment tout sera fait dans les règles pour que ces artistes puissent avoir un accompagnement dans leur création et aussi un financement et un crédit par rapport à leur travail, vraiment. Ok, merci Michel Mado. Tout de suite, Peggy Antonius, elle est Minsat coach et formatrice, présidente de l'organisme de formation entre Kidpreneurs. Elle était ici il y a quelques semaines, nous avions rencontré, interview, on regarde. Ok. Bon. Voilà, bien aujourd'hui on reçoit Peggy Antonius, c'est une de ces Guadeloupéennes qui vit en France, qui est d'origine guadeloupéenne et qui a fait carrière là-bas, mais qui est en Guadeloupe aujourd'hui. C'est avec plaisir que nous la recevons. Bonjour Peggy. Bonjour Danick. Merci d'être avec nous puisque vous avez créé le défi des Kidpreneurs. Alors, moi j'ai découvert ça par hasard. Je me suis dit, on va essayer de savoir exactement
Qu'est-ce que sont ces défis des Kidpreneurs? Alors, les défis des Kidpreneurs, c'est un programme que j'ai mis en place puisque j'ai créé mon entreprise qui est un organisme de formation qui s'appelle Entre Kidpreneurs. Et ce programme, les défis du Kidpreneur, s'adresse aux 9-15 ans pour les mettre en situation de créer une entreprise virtuelle puisqu'ils vont passer de l'idée au projet. Même à 9 ans? Même à 9 ans, justement, le plus tôt possible, c'est le mieux. Parce que nos enfants ont plein d'idées. Il faut juste les accompagner pour qu'ils puissent prendre confiance en eux et puis se rendre compte qu'ils ont des capacités, qu'ils ont des connaissances et qu'il faut faire les choses, en fait. Donc, on les accompagne. Alors, comment ça se passe? Alors, quand un parent vient avec son fils ou sa fille de 9 ans ou jusqu'à 14 ans, il dit, bon, Madame Anthony, je suis venu avec ma gamine ou mon gamin, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, ce que je leur propose, il faut comprendre que Entre Kidpreneurs va proposer 3 choses aux enfants. La première, c'est leur permettre de se découvrir leurs talents, leurs forces, leurs qualités. La deuxième, c'est de leur permettre de développer toutes les soft skills. Alors, je vais revenir sur ce terme parce que très souvent, on ne sait pas ce que c'est. C'est un mot anglais, soft Exactement, soft skills, on n'arrive pas. C'est ça, talent doux, c'est comme ça qu'on veut le définir, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, on pourrait dire que ce sont les savoir-être. En fait, les soft skills, ce sont toutes les qualités et les compétences humaines, relationnelles et émotionnelles que l'on va développer, à contrario des hard skills qu'on va plus apprendre à l'école, les savoir-faire. Donc en fait, c'est du savoir-être, c'est toutes les compétences telles que la créativité, la confiance en soi, l'audace, la vision, la gestion financière aussi, c'est un soft skills. Et la gestion financière, c'est un soft skills. La persévérance, il y en a plein, il y en a énormément des soft skills. Et c'est important parce que c'est ce que les recruteurs recherchent aujourd'hui. On a besoin de personnes qui ont cette vision, qui savent faire les choses, qui ont cet esprit critique, par exemple, qui savent communiquer. Tout ça, ce sont des soft skills. Et c'est ce dont nos enfants ont besoin aujourd'hui. Malheureusement, à l'école, on ne leur apprend pas suffisamment parce que l'école est déjà très chargée, on a déjà tous les savoir-faire à apprendre aux enfants. Donc, il faut pas attendre tout de l'école, il faut aussi permettre aux enfants de développer ces soft skills par ailleurs. Et donc, c'est ce que permet Entre Kidpreneurs. Et la troisième chose, qui est très importante à mon sens, c'est de leur permettre de découvrir l'entrepreneuriat. Donc, de leur permettre de s'initier à l'entrepreneuriat. Même à 9 ans, même à 14 ans. Vous savez qu'aux États-Unis et au Canada, dès la maternelle, on apprend aux enfants, on les initie à l'entrepreneuriat. On leur fait faire de la limonade et vendre de la limonade, mais parce que ça permet à l'enfant de développer... on les fait cultiver des jardins. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on met les enfants en action, quand on leur permet de comprendre qu'est-ce que c'est que l'argent, comment on le gagne, qu'ils peuvent faire des choses par eux-mêmes, ils vont développer cette confiance en eux. Ils vont se dire, mais tiens, j'ai réussi à faire ça. Ils vont aussi on va les habituer à cette culture de l'échec. En France, aux Antilles, en Guadeloupe, on n'aime pas échouer. Oui, c'est vrai. Pourtant, l'échec, c'est quoi? L'échec, ce n'est rien d'autre qu'un apprentissage. Il faut apprendre aux enfants, tu as échoué, ok, qu'est-ce que tu peux tirer comme expérience de cet échec? Comment tu peux rebondir? Parce que rebondir, avoir l'audace d'oser, tout ça, ce sont des soft skills. D'accord. Et donc, c'est par des tests que vous arrivez à déceler chez les enfants les capacités, les potentialités? Non, ou alors, je fais des choses beaucoup plus simples. Alors, je fais les choses beaucoup plus simples. Je les mets en situation. C'est-à-dire que mes programmes sont en ligne. Ils vont se connecter, ils vont suivre les aventures de 3 personnages, en fait, et ils vont faire pareil. 3 personnages qui, avant eux, ont créé une association et une entreprise, et ils vont pouvoir, par eux-mêmes, voir comment procéder étape par étape. Donc, c'est ça qui, au fur et à mesure, parce que ce sont des programmes très ludiques, mais qui sont basés quand même sur les piliers de l'apprentissage. Donc, je m'inspire des méthodes comme Montessori, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation par l'action. Donc, ils font les choses. C'est ce qui leur permet d'emmagasiner et de comprendre les différentes notions qu'on veut les faire appréhender. Alors, une formation, entre guillemets, ou un accompagnement dure combien de temps chez Alors, les défis du Kidpreneur, donc c'est là où ils vont passer de l'idée au projet. Les défis du Kidpreneur, c'est 18 sessions. 18 sessions qui font à peu près une session par semaine, puisque ça reste quand même du ludique. En dehors des cours. Même pendant les vacances? Et même pendant les vacances. Ils font ça tout le temps. Et donc, ces 18 sessions, ça fait à peu près 4-5 mois, parce qu'ils peuvent les faire de manière plus rapprochée s'ils veulent. Ils peuvent prendre leur temps. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'ils le font à leur rythme, en fait. On n'est pas à l'école. Il faut vraiment que l'enfant s'implique et qu'il s'engage dans cette démarche.
Donc ça veut dire un peu comme chez Montessori, ils ne sont pas notés. Il y a une progression quand même. Il y a une progression grâce à des quiz et à des défis, parce qu'à la fin de chaque module, je leur donne des petits défis à faire qui sont très très sympas et très ludiques, mais en même temps où ils vont assimiler l'apprentissage sans même s'en rendre compte. En fait, c'est ça ma spécialité, c'est de leur permettre d'apprendre des choses sans même qu'ils s'en rendent compte. Mais alors, je voulais bien que les choses soient claires. Alors, l'enfant qui a entre 9 et 14 ans, il fait ce défi, ce petit challenge, mais il a 9 ans, mais après à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, qu'est-ce qui se passe? J'ai d'autres programmes, bien évidemment. J'ai bien d'autres programmes. Donc c'est adapté selon l'âge. Oui. Alors, non, l'enfant peut faire le même programme, quel que soit son âge, parce qu'en fait, il va prendre ce dont il a besoin, en fait. Ce dont il a besoin, et il va mûrir les soft skills de manière différente selon son âge. Mais j'ai d'autres programmes, notamment sur la gestion financière. J'ai un programme qui s'appelle Le Petit Financier, sur la gestion financière, où j'apprends à l'enfant qu'est-ce que c'est que l'argent, quelles sont les croyances limitantes qu'il a face à l'argent, qu'est-ce que c'est que les termes, l'épargne, l'économie, comment créer un budget. Parce que souvent, on attend que nos enfants soient déjà dans le monde actif pour pouvoir leur apprendre qu'est-ce que c'est que l'argent. Et c'est trop tard. Il faut apprendre aux enfants bien avant qu'est-ce que c'est que la gestion financière pour qu'ils puissent savoir le faire une fois qu'ils auront leur première paye. C'est une véritable éducation citoyenne alors. C'est une véritable éducation citoyenne et c'est très important parce que les enfants sont les citoyens de demain, n'est-ce pas? Et si on ne les forme pas dès maintenant à être responsables, autonomes, en conscience, eux, à leur tour, ils ne pourront pas apporter leur lumière au monde. Et pour moi, c'est important que chacun comprenne qu'on a tous des talents, on a tous des choses à apporter à la société. Donc c'est dès le plus jeune âge qu'il faut qu'ils en soient conscients. Alors Peggy Antinus, alors ça c'est pour les gamins de 9-14 ans, mais vous allez beaucoup plus loin, puisque les enfants, enfin les ados un peu plus loin, les adultes à partir de 20 ans aussi? Oui, alors je vais un peu plus loin. C'est un deuxième cycle ça? C'est un deuxième cycle et c'est un autre programme puisque je propose également aux écoles et aux missions locales une formation qui s'appelle le Team Building EKP, où ils vont faire en présentiel avec des plus grands, vraiment une création d'entreprise sur une semaine complète en fait. Donc c'est une immersion pour les plus grands, mais ça s'adresse plus aux professionnels, donc aux enseignants qui vont faire ça dans leurs écoles ou alors aux missions locales pour les jeunes qui sont un peu perdus, qui ne savent pas quoi faire et qui ont pourtant tellement de compétences, mais il faut qu'ils en soient convaincus eux-mêmes déjà, il faut qu'ils prennent confiance en eux. Alors j'ai dit au début que vous vivez en France. Oui. Vous intervenez dans le monde, j'ai envie de dire, des Afro-Antillais, des Afro-Caribéens, ou alors vous visez le monde d'une manière générale? Ma priorité, c'est de viser les Afro-Antillais. Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai ma part à apporter à ma communauté et c'est comme ça que je le sens. C'est comme ça que j'ai envie d'aider ma communauté parce que des programmes comme ça, je vous l'ai dit, il en existe au Canada et aux États-Unis. Ils n'ont pas besoin de moi. Par contre, ma communauté n'a pas cette habitude et nos enfants ont besoin de ça aujourd'hui pour grandir, comme je le disais, en adultes épanouis, autonomes, responsables. Il faut les prendre dès maintenant, dès le plus jeune âge pour qu'ils puissent acquérir toutes ces compétences déjà pour qu'ils aient confiance en eux et puis qu'ils apportent leur lumière au monde aussi. Ils ont des choses à apporter. Il faut qu'ils en soient conscients et c'est dès le plus jeune âge qu'il faut le faire. Donc ma priorité est quand même ma communauté, oui. Et depuis que vous faites ça, j'imagine que vous avez des résultats, des jeunes qui sont venus vous voir après dire Peggy, grâce à vous, etc. Exactement. Alors j'ai des jeunes, mais j'ai également beaucoup de parents. De parents qui m'ont félicité et qui m'ont encouragé à aller encore plus loin. D'ailleurs, à partir de septembre, je vais mettre en place une offre de coaching individuel pour les jeunes passés 18 ans parce que beaucoup de parents me l'ont demandé. Donc je réponds aux demandes des parents parce que ils ont besoin, effectivement, les parents se rendent compte qu'ils sont un peu démunis face à tout ça. Ils sont démunis, ils ne savent pas comment faire pour accompagner leurs enfants parce qu'ils n'ont pas l'enseignement, ils n'ont pas la formation. Moi, je suis une spécialiste de la formation pour les jeunes et pour les enfants. J'ai fait des formations spécifiques pour ça. Donc, puisque c'est pas ma profession première, avant j'étais cadre en informatique, donc vous voyez, c'est un gap. À l'époque du digital, vous avez laissé l'informatique. Exact. Comme quoi, parce que j'ai une mission à apporter. J'ai vraiment quelque
quelque chose à apporter. Et ça me tient à cœur parce que quand on est jeune, souvent on ne sait pas quelle orientation donner à sa vie, on n'a pas confiance en soi et ça crée des adultes après qui vont être frustrés. C'est pas ce qu'on veut pour notre société. C'est clair. Mais alors, vous savez, Peggy Antinus, vous savez qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de jeunes qui sont décrochés, c'est-à-dire les jeunes qui ont quitté l'école de façon difficile et qui sont là, qui, comme on dit, qui tournent en rond. À ces jeunes-là, qu'est-ce que vous avez à leur dire, à leur porter? Moi, j'ai envie de leur dire qu'ils ont des compétences, qu'ils ont des choses qu'ils savent faire. Il suffit de se poser avec des personnes comme moi, puisque j'ai mis un autre programme en place qui s'appelle l'Ikigai, qui permet de voir un peu sur quoi on est doué. Et une fois qu'on a trouvé sur quoi on est doué, de se donner les moyens. Rien n'arrive comme ça tout cuit. Il faut se donner les moyens pour, à son tour, apporter quelque chose au monde, à la société. Parce qu'on a tous des talents. Donc, croyez en vous et faites les choses. N'attendez pas des autres. Et puis surtout, ne laissez pas les autres vous dire non, mais toi, tu n'es pas capable. On s'en fout des autres. Oui. Il faut surtout pas écouter les autres. Il faut faire ses affaires. Oui. Si moi, j'avais écouté les gens me disent mais tu es folle. Laissez un poste comme ça, bien payé, pour aller aider les autres à se développer, à grandir dans leur croissance personnelle. Mais tu es folle. Oui. Peut-être que je suis folle, mais je suis contente. Vous êtes une missionnaire, en fait. Exactement. Oui. C'est très innovant, mais c'est ça qui est bien. Alors, dernière question. Oui. Vous travaillez avec les Afro-Caribéens frontières là-bas en France, mais pour nous en Guadeloupe, quoi fait pour nous? Ah, mais là, je suis là. Je suis là en Guadeloupe. Je pense venir faire des conférences pour aider les parents. Alors, j'ai beaucoup de parents avec qui je travaille qui sont guadeloupéens, puisque je suis en ligne. Tous mes programmes sont en ligne. Et puis, vous savez maintenant... Voilà. Donc, mes programmes sont en ligne. Et puis, il y a le téléphone, il y a les visios. Donc, on communique beaucoup. J'ai beaucoup de clients en Guadeloupe déjà. Beaucoup de personnes qui me font confiance et qui sont ravis. Ben, on aura plaisir à vous revoir en Guadeloupe. Moi aussi. En live, autrement qu'à la télévision, mais dans la vie réelle, parce qu'il y a des gens qui vous regardent aujourd'hui et qui auront envie peut-être de prendre un contact. Vous laissez un téléphone, une adresse mail, quelque chose? Alors, mon adresse mail, peggy@entrekidspreneur.com et mon numéro de téléphone 06 76 48 68 22. Qu'on n'hésite pas, je suis très ouverte. Appelez-moi, contactez-moi, mail sur le site entrekidspreneur.com aussi. On peut laisser un message. Contactez-moi, c'est même pour dire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Ben, merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu en tout cas. Bonne chance à la missionnaire. C'est gentil, merci. C'est fait. Voilà, il est exactement 13h29. On va rappeler très rapidement les titres, puisque nous avons fait un dernier hommage à Madame Lucette Michaud-Chevry. C'était aujourd'hui ses funérailles. On a entendu sa fille, Marie-Luce, parler de sa mère qu'elle a accompagnée pendant ces derniers jours. Sinon, spéciale rentrée aujourd'hui, maire de Sainte-Anne, rencontre de la directrice de l'école de Victor Vallier, le maire de Petit-Bourg, rencontre de la directrice de l'école mixte de Hyacinthe, mixte 3 de Hyacinthe. Est-ce qu'on a la rectrice? Toujours pas? Non? Pardon? Ouais, d'accord. La rectrice fait la rentrée. On l'a suivi au lycée Couéfin. On peut voir le sujet? C'est parti. Je retiens l'engagement des équipes, le plaisir aussi des élèves à revenir sur les bancs de leur classe. Et j'ai vu des organisations mises en place pour pouvoir respecter le protocole qui sont vraiment extrêmement travaillées par les équipes pour faire au mieux dans l'intérêt des élèves. Ah, malheureusement, on a dû respecter le cadre de Madame la rectrice, à savoir une entrée en petits groupes. Donc aujourd'hui, nous avons fait entrer 10 classes, les classes de première bac pro et les classes de première bac technologique. Donc l'idée c'est de pouvoir expliquer aux enfants comment que ça va se passer, leur mettre à disposition les manuels scolaires, les carnets de correspondance, enfin tout ce qui s'ensuit, de manière à ce qu'il y ait le moins de décrochage possible par la suite. Alors ce qui change cette année, c'est évidemment ce protocole lié à la situation sanitaire, à savoir qu'il y a une grande partie en distanciel, mais un temps de présence qui est prévu pour les élèves, et avec un plan de travail qui leur est donné aussi pour qu'ils puissent consolider les connaissances qu'ils avaient déjà acquises les années précédentes. Vous savez quelque chose, comme vous l'avez si bien dit, c'est une rentrée particulière et ça veut dire que la région aussi devait s'accommoder à cette particularité de la rentrée, que ce soit au niveau des agents des ATTE et que ce soit au niveau du fonctionnement de la réception des élèves, mettre à profit tout ce qu'il faut pour que les élèves les lycéens puissent rentrer dans des conditions normales par rapport au protocole qui a été
été établie par la rectrice. Ah, c'est clair que c'est un bon baromètre de l'intérêt pour l'école parce qu'on voit toutes les équipes éducatives qui n'attendent qu'une chose, c'est de voir tous les élèves devant eux, et on voit les élèves aussi qui n'ont qu'une envie, c'est de retrouver l'ensemble de leurs amis et donc de revenir à l'école. Ah non, mais la pré-entrée des prépas, ça s'est fait déjà depuis la semaine dernière, ça s'est très bien passé. Les équipes pédagogiques sont au fait des choses et les cours ont commencé depuis. Et vraisemblablement, nous avons, je crois, vendredi, déjà un retour des élèves dans l'établissement sous forme présentielle. Parce que l'idée, c'est aussi... Quand le distanciel a été réalisé pendant 3-4 jours, qu'on puisse faire venir les élèves pour qu'ils puissent retrouver leur établissement et ensuite qu'ils puissent faire, expliquer s'ils ont des difficultés particulières, etc., pour faire le point. Ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois et qui avait entraîné pas mal de décrochage. Tandis que là, on est à l'écoute des élèves et ce qui nous permet de savoir ce qui va pas pour pouvoir mieux remédier les choses, quoi. Mais le message fort, c'est l'école est très structurante pour la société. Notre objectif commun, c'est la réussite des élèves et je vois que tout le monde y travaille main dans la main et nous attendons de pied ferme de passer à un niveau présentiel le plus important. Voilà, cette fois c'est terminé. On va simplement vous dire qu'on a reçu Michel Mado, qui est adjoint au maire la culture à Bemao. Il nous a expliqué un petit peu son projet culturel et on retient cette résidence qui va être lancée sur 4 sites en Guadeloupe à l'attention des artistes et des gens qui vivent de la culture et de l'événementiel. On aura l'occasion d'y reparler. Michel Mado, qui était conseiller général, mais depuis hier il ne l'est plus. La campagne véritablement va commencer dans les jours qui viennent. Peut-être qu'il retrouvera son siège. En tout cas, c'est ce qu'il nous a laissé entendre. On a reçu aussi Peggy Antonius, c'est une coach, mindset coach, et formatrice, elle est présidente de l'organisme de formation entre Kidspreneur. Elle a expliqué un peu comment elle peut aider les enfants dès leur plus jeune âge, à partir de 9 ans, à maîtriser beaucoup de domaines qui justement pensaient étaient réservés aux adultes. Et ça aussi c'est important, c'est très nouveau pour la Guadeloupe. Elle vit en France, mais elle intervient régulièrement en Guadeloupe et on la verra de plus en plus souvent. Sinon, la réalisation était assurée par Kevin. Demain, on se retrouve à la même heure pour le ZCL, tel que vous l'avez connu depuis avant les vacances de Pontifa. Mais voilà, ça nous retrouve nous ensemble. Merci, bon appétit et puis à demain à la même heure.